Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion economy et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Pour cette saison 2 de Makerside, je reçois Johan Lopez, ex-CMO chez Comet, la startup qui met en relation des profils tech et des entreprises. Johan était en charge de la communication et du marketing de cette startup. Depuis, il a créé Snowball, une newsletter, mais pas que, sur les finances personnelles. C'est aujourd'hui un projet à plein temps, mais qui a commencé comme un side project. Dans cet épisode, nous aborderons plusieurs sujets. Comment communiquer sur son side project quand on est salarié. Nous verrons également comment Johan s'est lancé sur un format de side project peu commun, qui est le concept de la newsletter payante. Salut Johan. Salut Amine, ça va? Ça va, merci. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on s'était rencontrés il y a un petit moment maintenant, lors d'un échange, quand tu faisais des échanges avec des utilisateurs de Comet. Ouais, alors j'en ai fait beaucoup, donc C'est j'en ai clair. vu passer un bon paquet, mais je me souviens avoir fait des dizaines et des dizaines d'appels justement avec des freelances de la communauté. Ouais. Bah moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement toujours cette envie d'aller rencontrer les utilisateurs pour essayer d'en savoir plus et d'améliorer un peu le produit et la communauté. Avant Exactement, de ouais. te présenter, est-ce que tu pourrais me dire pour toi, qu'est-ce qu'un side project? Alors ouais, c'est une question presque philosophique. Qu'est-ce qu'un side project? Bah, pour moi déjà, vu que c'est en général au début, en tout cas pas une activité principale, c'est souvent quelque chose qui est lié à. Alors, passion, c'est un grand mot et pareil, on pourrait faire un sujet philosophique dessus, mais lié en tout cas à quelque chose qu'on aime en dehors du travail, on va dire, souvent, mais pas que. Alors, c'est ma définition à moi. Hein. Euh, donc pour moi, c'est quelque chose, voilà, donc quelque chose qui est lié à une passion hors boulot et qui est donc qui nous brûle tellement de l'intérieur qu'on est prêt à y consacrer de l'énergie et du temps en dehors de notre activité principale. Donc c'est un peu la définition que je donnerais, même bon, on pourrait creuser, hein, mais voilà, pour moi c'est à peu près ça. Ouais, et je trouve que c'est un exercice difficile, surtout quand on essaye de l'expliquer à des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est et qui ont peut-être du mal à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait des heures sup et pourquoi est-ce qu'on continue de bosser après le travail? Exactement, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Bah, après, c'est vrai que on a tous un peu notre vision différente de qu'est-ce que c'est une vie bien vécue, et certains aiment produire des choses, d'autres aiment consommer, et du coup, c'est vrai que souvent, quand les deux parlent ensemble, il y a des problèmes d'entente. Ouais. Ça arrive assez souvent, ça. C'est clair. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse d'ailleurs à Non, cette question. non. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, alors rapidement, donc après la fac d'éco, donc voilà, moi j'ai fait fac d'éco, pas d'école de commerce, je me suis retrouvé dans l'univers des startups chez WeThings, qui est une startup française dans l'univers des objets connectés, plutôt orienté santé bien-être. Donc c'est là-bas que j'ai appris le marketing en gros, parce que j'avais pas étudié ça. Moi, j'étais donc en économie, et donc 3 ans chez WeThings. Ensuite, j'ai enchaîné avec le wagon. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est un bootcamp. Enfin, en gros, c'est une formation en 2 mois qui apprend les bases du développement web, euh, avec pour objectif soit de devenir dev. Il y en a certains qui sont devenus dev de mes potes, enfin de mes anciens collègues du wagon. D'autres, c'est pour devenir product manager. D'autres, c'est juste pour avoir des bases pour mieux communiquer avec des équipes techniques quand on bosse en startup plutôt tech. Moi, c'était plus la dernière option, c'était plus pour ça. Et donc après 6 mois de une petite traversée du désert pour savoir qu'est-ce que je voulais faire, monter une boîte, rejoindre une boîte, rejoindre une petite boîte, etc. J'ai pas mal discuté avec Charles, donc un des cofondateurs de Comet, qui lançait à l'époque tout juste. Alors à l'époque ça s'appelait Skilly,
Et Charles donc lançait Comet avec 3 associés. Et donc 6 mois après WeThings, je me retrouve en tant que freelance pour travailler chez Comet en marketing. Et finalement, voilà, je tombe très vite amoureux de la team, de la vision de la boîte, etc. Donc je décide de rester en CDI et je suis resté quasiment 4 ans. 3 ans et demi à peu près, donc sur pas mal de postes différents jusqu'à devenir directeur marketing. Et donc en août, donc 5 mois à peu près, 5 mois après avoir lancé Snowball, donc j'ai lancé Snowball en mars 2020. Je quitte officiellement les effectifs de Comet pour me consacrer à 100%, alors pas vraiment à 100%, à 80% on va dire, sur Snowball. Et j'ai continué à bosser avec Comet jusqu'à là récemment, au mois de janvier, février, en tant que freelance. Donc voilà, j'ai bouclé la boucle, j'ai commencé en tant que freelance, j'ai terminé en tant que freelance chez Comet. Et voilà, donc aujourd'hui 100% Snowball, donc on va en parler après, je pense. Bah, ouais, mais enfin, c'est un parcours, je trouve, assez intéressant dans le sens où, au début, effectivement, tu cherches un peu ce que tu as envie de faire et grâce aux opportunités, enfin, tu trouves ce que tu as envie de faire et t'avances comme ça. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai une question parce que quand tu as lancé justement Snowball, tu es en poste chez Comet et Ouais. c'est une période assez particulière quand on lance un side project et qu'on est encore salarié. Il y a beaucoup de personnes qui appréhendent ce moment-là, qui ont certaines craintes. Est-ce que toi, t'appréhendais avant de sortir ce projet-là officiellement? Alors non, pas du tout, parce que la culture Comet l'environnement était très bienveillant sur tout ce qui est, voilà, je sais pas moi, un employé qui se sentait pas forcément bien ou autre, on était prêt à le faire changer de poste. Un employé qui en fait il se rendait compte que le salariat c'était pas forcément son truc, du coup on lui disait passe freelance et tu bosses sur d'autres projets, tu continues à bosser avec nous. Pareil sur les side projects, c'est des choses qui étaient alors sans être forcément poussées, mais qui n'étaient pas du tout interdites. Donc enfin voilà, moi zéro appréhension par rapport à ça. Mais en effet, il y a beaucoup de, alors je pense que c'est plus quand on est dans des groupes un peu plus gros, tu vois, des grandes entreprises où il y a peut-être des appréhensions un peu plus fortes, ou dans des startups qui sont très en mode euh, c'est l'armée chez nous, il faut que tu sois à 10 000% avec nous, et il y en a, quoi, c'est une culture différente. Mais voilà, en tout cas pas pour moi. Et du coup, quand tu lances ce projet, est-ce que tu en parles quand même à ton employeur ou pas? Alors, j'en ai parlé, ouais, en vrai, j'en avais parlé quelques mois avant avec Virgile, qui était le DRH, mais plus en mode, tu vois, j'en parle à un ami, quoi, pas Ok. vraiment demander la permission. Euh, Avant ça, j'avais commencé à discuter justement avec Charles, c'était en décembre. Justement, je commençais à réfléchir où je me disais j'aimerais bien passer freelance pour, tu vois, bosser sur des nouveaux projets et autres. Donc là c'était un peu plus formel, on va dire. Donc décembre 2019, j'en parle avec Charles de repasser freelance. Et bon bref, ça a traîné un peu. Après il y a eu Covid et tout, donc ça a tout décalé. Mais j'avais commencé à discuter du fait de vouloir bosser sur d'autres projets. Voilà, en toute transparence et en toute honnêteté. Et c'était un moment où j'avais même pas l'idée de lancer Snowball, donc en décembre. Et finalement, c'est arrivé. Donc en fait, j'en avais parlé sans vraiment en parler. Donc tout s'est bien voilà, goupillé, et tout s'est bien passé. Ouais, je vois que enfin, c'est un cheminement assez logique. Donc en fait, toi, dans tous les cas, tu voulais passer freelance parce que tu avais envie de consacrer du temps à des projets sans Ouais. forcément savoir quelle idée. Mais justement, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Est-ce que tu cherchais des idées? Est-ce que tu tentais, tu testais des trucs ou pas? Alors non, à ce moment-là, j'étais plus. Alors oui, je savais. Enfin, j'ai toujours su que je voudrais lancer mon projet, enfin ma boîte, on va dire. Donc pas un side project, mais vraiment voilà une entreprise. Après, à ce moment-là, donc en décembre 2019, je savais pas trop, donc j'étais un peu dans le même état d'esprit que quand j'ai quitté WeThings, tu vois.
avancer sans trop savoir exactement ce que j'allais faire, mais en conservant cette activité de freelance pour du coup générer des revenus, tu vois. Je savais très bien que je pouvais continuer avec Comet. J'étais en discussion avec d'autres boîtes pour potentiellement les aider sur certains projets, donc j'avais pas forcément d'idées précises. Et après voilà, ça a été juste l'opportunité s'est présentée, et du coup bah je l'ai saisie, mais sans conscientiser tout ça, quoi. Ouais. Je me rappelle que t'étais, à cette période-là, tu étais quand même très actif sur LinkedIn. Enfin, tu l'es Ouais. toujours, mais je commençais à voir un peu ton contenu. Et ton contenu était. Enfin, tu partageais vachement de choses concrètes, c'est-à-dire des Mhm. modèles, des templates, des choses qu'on pouvait réutiliser. C'était aussi Ouais. par rapport à des documents que tu utilisais chez Comet. Ouais. Tu penses que en fait, le fait de communiquer, de parler à d'autres gens en externe de manière très active, ça Mhm. t'a aidé un peu dans ce cheminement-là à voir ce qui pourrait te plaire ou pas? Euh, alors ouais, je pense que ça m'a non, ça m'a pas forcément aidé dans le choix exact du sujet. Par contre, je pense que ça m'a confirmé l'idée que ce que j'avais envie de faire, c'était de vraiment faire un truc où je sentais l'utilité directement. Mais encore une fois, tu vois, là, je peux t'en parler aujourd'hui, mais à l'époque, Avec du recul, bien sûr. je l'avais pas en tête, quoi. Mais de façon, voilà, inconsciente, ça a forcément joué. Donc, euh, donc je me suis dit, le jour où j'ai lancé Snowball, quoi, en gros, la newsletter, que je voulais vraiment faire quelque chose de très concret, justement, encore une fois, euh, que les gens puissent utiliser directement, bah, tu vois, un peu comme tous ces templates que je partageais, ou ces méthodes qui étaient très liées à Comet à l'époque, enfin tout ce qui était l'univers du organisation, travail, futur du travail. Et du coup, ça m'a aidé à, comment dire, à à formaliser un peu l'idée de Snowball au début, qui était voilà, je veux une newsletter hyper concrète avec presque à la fin d'avoir, oui, je voulais qu'à la fin d'avoir lu une édition, tu pouvais bah, presque faire des actions instantanément. Donc voilà, c'est sur ça que ça a joué et sur voilà et sur l'envie de donner un coup de main aux gens et de sentir vraiment que c'était quelque chose d'utile, quoi. Donc voilà. C'est vrai que à chaque fois, bah, avec du recul, tu vois, on voit des choses différemment. Et tu vois, à Ouais. chaque fois, dans le podcast, j'ai souvent des invités que je leur dis, bah tiens, t'as fait ça à ce moment-là, est-ce que tu penses que ça a joué? Et c'est vrai qu'avec du recul, on, on, on fait le bilan. On se Ouais, dit, c'est ça. et ouais, effectivement, tiens, à ce moment-là, j'ai fait ça, heureusement que je l'ai fait, ou pas d'ailleurs. Et peut-être que d'ailleurs, ça peut aider bah, des personnes qui nous écoutent Mhm. qui sont peut-être comme toi il y a quelques temps finalement, toi en Ouais. arrière, à se lancer et à chercher, explorer. Parce qu'en Ouais. fait, je trouve que moi personnellement, créer du contenu, ça te permet d'explorer des choses, ça te permet Ouais. de tenter des choses. Par exemple, en ce moment, moi, je publie 2 fois par semaine sur LinkedIn. Et en fait, c'est un exercice qui me permet d'aborder des sujets différents, de prendre des risques, de voir ce qui marche pas. Et sans ça, bah, tu as un peu des hypothèses, tu as des idées en tête, mais tu les confrontes pas à la réalité. Et du coup, t'as pas de retour là-dessus, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est souvent le blocage numéro un des personnes qui veulent se lancer. Et moi, je l'ai eu aussi hein, à l'époque, c'est de vouloir absolument trouver et de s'obstiner à trouver un sujet voilà, un domaine dans lequel se lancer. Mais c'est vrai que souvent, la plupart du temps, ça arrive un peu par hasard. Hein. Après, ça arrive que des gens se posent devant une feuille de papier et cherchent des idées et finalement, ils disent, allez, je vais me lancer sur ça. Ça fonctionne aussi. Mais souvent, on se rend compte que quand tu interroges la plupart des entrepreneurs ou même des gens qui ont lancé des petits side projects, bah oui, en effet, c'était un peu le fruit du hasard, mais qui était lié à une exploration un peu, voilà, un peu à l'aveugle, quoi, mais toujours lié à ce que t'aimes faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est évident, c'est pas évident de se projeter, c'est plus facile de regarder en arrière. C'est ça. Et justement, toi, tu as fait ce cheminement-là, tu as fait en sorte qu'avec Comet, tu puisses bah, justement passer à autre chose. T'as passé la main, j'ai envie de dire. Ouais. C'est cool parce que ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que bah, Comet a été, est plutôt cool à ce niveau-là et c'est dans leur culture.
T'as pas arrêté du jour au lendemain, t'as même changé de statut. Est-ce que est-ce que c'est plus facile pour toi? Là, je pose la question pour tous ceux qui nous écoutent. Et est-ce que, par exemple, est-ce que le fait d'être dans certains jobs ou certains secteurs, c'est différent? Je pense notamment au fait d'être CMO de la boîte. Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça aurait pris autant de temps pour trouver quelqu'un ou pour passer le relais? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ouais, c'est dur à dire, mais en effet, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs, il y a certains postes, on va dire, qui sont peut-être plus complexes comment dire, À la changer? transition, voilà, la transition est quand même plus complexe. Alors, je sais pas, moi, tu vois, je dis n'importe quoi, mais si t'es CFO et que t'es en pleine levée de fonds dans une startup, c'est compliqué à partir rapidement. Moi, j'étais là à une époque de ma carrière chez Comet où bah voilà, j'avais fait voilà, il y avait quand même pas mal de bases qui étaient en place, ça tournait plutôt bien, donc la transition était assez simple. Après, je pense que voilà, clairement voilà, si tu es un chef de projet dans un grand groupe, bah du coup, ça va peut-être être plus compliqué à négocier avec ton boss, bah, le fait de partir. Après, ils peuvent pas t'empêcher de partir, donc t'auras toujours ton préavis légal qui est parfois, enfin, je sais plus exactement, mais 3 mois maximum, ou j'en sais rien. Mais mais du coup, enfin voilà, c'est toujours possible, mais plus ou moins simple, quoi. D'accord. Donc on peut dire que Comet est une boîte side project friendly. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je pense que t'en as certaines comme ça, tu vois. Je pense que Google au début était un peu comme ça. Enfin, je pense que pas mal de startups le sont. Il y a Shine aussi en ce moment. Shine, ouais, carrément, qui pousse un peu les employés non seulement à faire du freelancing, mais potentiellement à lancer des side projects. Donc ouais, non, mais en plus, je pense que c'est clairement un avantage pour les boîtes justement d'être side project friendly, on va dire, non seulement ça, je pense que ça fait peur à beaucoup de managers ou de chefs d'entreprise où ils se disent, non, mais du coup, ils vont partir en fait s'ils lancent leur side project. Mais je pense qu'au contraire, ça peut être un moyen de retenir les employés parce que faire un side project, ça veut pas dire lancer ta boîte à 100%. La plupart des side projects restent des side projects. Je pense qu'au contraire, c'est un moyen de permettre à ces employés de s'épanouir davantage parce que bah, du coup, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais si tu te sens un peu frustré sur ton boulot parce que tu fais tout le temps la même chose, parce que tu es un junior, bon, ce qui peut être assez classique, bah, le fait justement de bosser sur un projet à côté, bah, te permet justement comment dire, d'être moins frustré en faisant d'autres choses, quoi. Et de monter en Donc, compétences. exactement, ou de monter en compétence. Enfin, ouais, il y a plein d'avantages, il y en a plein qu'on pourrait lister, mais pour moi, c'est une erreur des managers et je pense que en tant que employé qui veut lancer un side project, il y a pas mal d'arguments à donner à son boss. Oui, la montée en compétences, le fait d'apprendre des nouvelles choses, c'est assez vaste, quoi. À quel moment tu t'es dit, je peux plus faire les deux en même temps par rapport à ton projet et par rapport à ton job? Euh, alors c'était pas du tout une question de bande passante, de temps, etc. Parce que en vrai, je pense que ça aurait été tendu, mais jusqu'à maintenant, je pense que j'aurais même pu faire potentiellement les deux. Ouais, non, ça aurait été un peu compliqué, mais bon, presque, on va dire. Mais c'était plus une volonté euh, de se dire, ok, je suis à 100% sur le projet, c'est mon projet maintenant, et j'ai envie de me donner les moyens de le faire avancer le plus vite possible et le plus loin possible. Donc c'était plus enlever une sorte de poids mental qui était de dire ok, je suis pas à 100% dessus, je suis un peu sur un projet, un peu sur un autre. Donc je me suis dit allez, on y va à fond. Donc ça en gros c'était au mois de mai, je pense, mai-juin 2020. Donc tu vois, j'ai lancé le 3 mars, donc voilà. 3 mois après, on va dire, je me suis dit, allez, bon, je me mets à 100%. Dès que j'ai vu que je commençais à avoir vraiment de l'attraction et que c'était un sujet
Je savais que c'était un sujet qui me passionnait, mais je me disais vers où j'ai envie de le faire aller. Donc là, j'avais les idées un peu plus claires. Donc voilà, 3 mois après, je me suis dit, allez, je me mets à 100% dessus. Ok, Mais pas pour une question de temps. ok. Et ton projet, enfin, je trouve que c'est un business model assez intéressant sur toute la partie financement. On en reparlera plus tard sur la redistribution, etc. Mais Ouais. toi, personnellement, du coup, enfin, pour le développement de ton entreprise, tu te rémunères pas justement avec enfin, avec ce que tu gagnes grâce à Snowball. Mhm. Comment est-ce que tu gères un peu toute cette partie financement? Alors, aujourd'hui, c'est assez simple parce que je suis seul sur le projet. Donc, en gros, tant que moi, j'ai de quoi vivre, ça suffit. Donc, l'avantage que j'ai eu, c'est que, bah voilà, rupture conventionnelle avec Comet. Donc le droit au chômage. Alors, tu vois, il y a toujours deux possibilités. C'est soit tu reçois avec, je sais jamais si c'est l'ACRE ou les arts, le nom technique. Donc, bref, tu peux recevoir l'équivalent de ton droit au chômage d'un coup pour pouvoir lancer ton entreprise. C'est une aide pour les entrepreneurs. Soit si tu as envie si t'as pas besoin forcément de financer beaucoup ton entreprise au début, tu acceptes le chômage et tu crées une entreprise et tu ne verses pas de salaire. Donc c'est ce que j'ai choisi parce que je me disais que voilà au début pas forcément besoin d'aller recruter des personnes ou de faire des gros investissements. D'investir, ouais. Exactement. Donc aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne. Et mais là l'idée c'est là très prochainement je vais avoir besoin de comment dire de sortir plus d'argent, donc potentiellement de faire soit une levée de fonds, soit je sais pas encore exactement. Je pense que ça va être plutôt faire participer la communauté euh, à cette levée de fonds. Donc ça arrivera plus tard, mais voilà, aujourd'hui ça fonctionne comme ça, c'est chômage, revenu Snowball sur la SASU, donc société unipersonnelle, et voilà. En gros. Ok. Et justement, d'ailleurs, en parlant des chiffres, j'ai vu ce matin 12 256 abonnés, Ouais, 2 300 abonnés payants, 114 837 euros de revenus annuels, dont 11 000 euros qui sont redistribués du coup aux abonnés Snowball et ouais, 11 000 euros pour l'association Les Flocons. ouais. Un beau projet. Ouais, ouais, c'est cool. Tu parles de l'association ou le tout? Voilà, le tout, le projet en lui-même. Ouais, ouais. Non, non, c'est cool. Ouais, c'est allé assez vite. Enfin, ouais, c'est vrai que j'aurais jamais cru il y a un an, parce que je pense que là, ça fera un an, quasiment jour pour jour, parce que la version payante, j'ai lancé fin avril. Donc ça fait même pas un an encore. Donc ouais, j'aurais pas imaginé générer plus que tous les salaires que j'ai pu avoir jusqu'à présent avec une newsletter. Ouais. C'est vrai. Mais Et ces chiffres-là, moi, je les ai trouvés sur ton post LinkedIn que tu as publié ce matin, mais on les retrouve aussi dans ta newsletter, ou en tout cas dans ouais, la version. Enfin, t'as une version gratuite et une version payante, mais en tout cas, on retrouve ces chiffres-là. Tu partages énormément de données d'ailleurs sur ce projet-là, et moi, je suis fan un peu des concepts qu'on dit build in public ou open startup, qui ouais. consistent justement à partager différents chiffres, à partager les réussites, les échecs. D'ailleurs, moi, je le fais sur un de mes side projects. Je me suis lancé sur Gumroad, qui est une plateforme Ouais. dans laquelle on peut vendre des documents. Et j'essaye de documenter ça, donc soit sur Twitter ou soit sur YouTube, où je fais une espèce de vlog où je partage ce que j'apprends, ce que je réussis, ce que je réussis un peu moins. Euh, Moi, personnellement, je le fais pour pouvoir avoir des retours, pour pouvoir aider des personnes Mhm. qui ont aucune idée. Tu sais, moi, j'ai toujours eu un problème avec ça, et notamment avec les salaires, où tu vois, les salaires, c'est un peu un sujet tabou en France, ou de manière, même dans d'autres pays, hein, pas que en France, mais Ouais. tu vois, le fait qu'on se partage pas qu'on se dise pas combien est-ce qu'on gagne, etc. Et du coup, bah, ça fait qu'il y a plein de juniors qui ont du mal à se positionner Mhm. sur quelle est leur valeur, combien est-ce qu'ils peuvent demander, etc. Et du coup, toi, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu partages toutes ces informations? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, je pense que j'ai toujours aimé cette notion de transparence. Bah,
Tout simplement parce que je pense que ça, c'est un vecteur de confiance et je trouve que c'est important. Alors, je pense que je suis tombé un peu dedans. Je pense que je suis tombé un peu là-dedans quand j'ai commencé à bosser pour WeThings et que je me suis passionné un peu pour ce mouvement qu'on appelle du quantified self. Tu vois, c'est des gens qui mesurent un peu tout dans leur vie et il y en a beaucoup qui le partagent. Et je trouvais ça assez intéressant. Et puis après, de fil en aiguille, je suis tombé dans un peu l'équivalent, mais pour une entreprise, le fait de partager beaucoup de choses, non seulement en interne, tu vois, une entreprise qui va avoir une politique de salaire public, tous les employés savent combien gagnent les autres. C'est ce que fait voilà Alan, c'est ce que faisait des boîtes comme Zappos aux États-Unis. Enfin, il y a énormément d'exemples maintenant. Basecamp, c'est un bon exemple aussi. Et je trouvais ça vachement intéressant d'un point de vue création de confiance, parce que du coup, en interne et en externe, parce que du coup, le fait d'être transparent, ça crée de la confiance pour les employés, mais ça crée aussi de la confiance pour tes clients, tes partenaires, tout ça. Donc j'ai toujours trouvé ce concept assez fascinant. Donc ça, c'était la première brique qui m'a fait dire, ok, j'ai envie d'être vachement transparent. La deuxième, je pense que c'était plus je trouvais ça intéressant dans le point de vue, comme tu dis, le fait de pouvoir aider, inspirer d'autres personnes à faire comme toi, parce que si tu fais tout ça dans une boîte noire, mais en fait, ouais, ça sert pas à grand monde, à part, ok, oui, euh, ce que tu vends, ça va servir aux gens à qui tu le vends, mais je pense que tu peux créer encore plus de valeur en étant transparent. Donc ce côté, voilà, inspiration, aider d'autres personnes à se lancer en partageant tes retours d'expérience. Et le troisième, c'est plus celui que je mettrais en dernier, mais qui, du coup, en fait, pareil, tu vois, ça c'était assez inconscient. Je me suis pas dit dès le début, je vais faire ça pour ça, mais je pense que ça ajoute énormément sur le branding de ta boîte ou de ton projet. Euh, Encore une fois, je vais citer Alan, mais tu vois, c'est un bon exemple. Cette volonté d'être transparent, ça leur crée de la notoriété. Et cette notoriété, in fine, sert leur business. Donc, tu vois, c'est une sorte de cercle vertueux. Donc voilà, donc je dirais ces trois briques-là ont été le vecteur de ce choix, quoi. Bah écoute, je suis très contente bah déjà en fait d'avoir vu que tu le faisais. Il y a même très longtemps, tu le faisais aussi sur toi-même où tu faisais des rapports Ouais, annuels. Et du coup, bah moi, ça m'a inspiré et ça m'inspire. Donc, du coup, bah je reprends un peu bah tant mieux. le sujet. Donc, c'est grave cool. Et sur les chiffres que j'ai donnés, il y a notamment 11 000 euros qui sont redistribués aux abonnés de Snowball. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors bah, alors au tout début, même avant de lancer la newsletter, en fait, j'avais eu l'idée de me dire, ok, ce serait intéressant de faire une newsletter où en fait je récupère l'argent des abonnés et je place cet argent, je l'investis et ça fait une sorte de mini fonds. Euh, Rapidement, je me suis dit que c'était pas forcément hyper viable comme formule. D'un point de vue réglementaire, enfin tout ce que tu veux. Même moi, pour me rémunérer par rapport à ça, c'était compliqué. Donc j'ai vite abandonné l'idée. Et dès que j'ai commencé à réfléchir quelques semaines après le lancement de Snowball euh, sur un modèle économique, je me suis dit j'aimerais bien faire un truc un peu qui sorte de l'ordinaire et faire un modèle qui non seulement puisse permettre aux gens comment dire d'extraire encore plus de valeur de cet abonnement, tout en ayant un côté un peu fun et en ayant un côté aligner les intérêts des lecteurs avec les intérêts de Snowball. Donc rapidement, j'ai pensé à ce système de cashback où je me suis dit, un peu comme quand tu rejoins une startup au tout début, tu reçois ce qu'on appelle voilà, dans le jargon des equity, quoi, en gros, ou des BSPCE, donc le droit d'acheter des parts de cette société. Et plus tu rejoins la boîte jeune, plus tu reçois de parts de la boîte parce que tu prends un risque. Euh, Souvent, le salaire est plus bas et donc tu vas recevoir plus d'actions.
Et donc je trouvais ça intéressant comme système. Et du coup, je me suis dit comment on peut appliquer ça du coup à une newsletter, quoi. Donc je me suis dit, on va faire un système où en gros les premiers abonnés vont recevoir. Alors c'est pas vraiment un départ, mais moi j'ai appelé ça des snowflakes. C'est en gros, voilà, c'est comme si tu recevais une action Snowball et qui donnait droit à des dividendes. Et les dividendes, c'est quoi? C'est juste les profits qui sont redistribués. Quand une boîte verse des dividendes au CAC 40, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va juste verser des profits à ses actionnaires. Et du coup, je trouvais ça aussi intéressant. Donc en gros, j'ai mixé un peu tout ça et du coup, je me suis dit voilà, chaque abonné va recevoir des snowflakes et ces snowflakes vont recevoir des dividendes de 20% des profits de Snowball. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, plus tu rejoins Snowball tôt, plus tu vas avoir de snowflakes. Donc je crois, je sais plus, mais je crois, ouais, c'est ça. Les premiers abonnés avaient 600. Ensuite, de 200 à 500, c'était 500 snowflakes. Enfin 300. Et aujourd'hui, c'est 100. Quoi. Tu vois, ça a diminué avec le temps. Et donc là, c'était un peu cet objectif-là. Et puis il y avait aussi comment dire, une volonté de se démarquer. Tu vois, encore une fois, je trouve que ça un peu comme on disait la transparence juste avant, mais je pense qu'avoir des modèles économiques un peu différents, ça joue aussi sur la notoriété d'une entreprise. Euh, Par exemple, je sais pas, mais tu prends Patagonia, par exemple, qui a lancé un truc où tu peux vendre tes habits en ligne parce que voilà, ils sont très orientés sauvegarde de la planète, de l'environnement. Et donc pareil, ils ont réussi à tourner leur business model pour faire en sorte que ça fasse parler d'eux. Donc voilà, en gros, le raisonnement jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, pour faire simple, 20% des revenus sont redistribués aux abonnés. Plus tu t'es abonné tôt, plus tu reçois de dividendes entre guillemets. Et voilà quoi. Donc si demain il y a 10 millions d'abonnés à Snowball, les tout premiers vont recevoir quand même. Enfin, je sais plus combien j'avais calculé, mais ça pouvait aller assez vite hein, en termes de. Ça pouvait faire plusieurs milliers d'euros s'il y a plusieurs millions d'abonnés quoi. Donc voilà. Ok, ben, ça fait partie un peu de j'ai envie de dire, de la culture de Snowball Ouais. et de l'entreprise. Et tu as plein de petits points comme ça dans ton projet qui sont assez original. Et justement, je voulais qu'on aborde dans cette deuxième partie le cœur même de ton side project, qui est un modèle assez particulier, assez marrant. Je dis marrant parce que je trouve que ça force à être curieux, tu vois. Ouais. Le fait de mettre en place une newsletter payante, je trouve que tu as fait partie un peu des personnes qui ont relancé un peu le sujet, qui sont lancées dedans. Parce qu'effectivement, de base, une newsletter, la seule envie qu'on ait, c'est de se désinscrire, de se désabonner. Et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que des gens payent pour recevoir une newsletter? Et ben, ça, c'est tout un sujet. Euh, du coup, toi, justement, comment est-ce que tu as eu cette idée de choisir ce modèle de distribution pour parler des finances personnelles? Alors là, il y a plusieurs raisons aussi. Il y a toujours plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement parce que je suis plus à l'aise à l'écrit. Ça, je pense que c'est pour beaucoup de personnes, tu vois, quand on réfléchit à faire du contenu, je pense. Alors oui, il y a des modes, tu vois, la vidéo, évidemment, ça cartonne et je pense que ça marche bien. Mais encore une fois, tu vois, le succès, même s'il est encore petit, de Snowball prouve que même l'écrit fonctionne aussi. Donc ça, je pense que le goût personnel pour un type de contenu est vachement important. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième, je pense que c'est lié au type de contenu que je voulais partager et à une croyance personnelle, on va dire. Je pense que pour moi, l'écrit est supérieur quand tu veux apprendre quelque chose, parce que tu peux très facilement naviguer sur un document, sur un texte, dans un email, etc. Alors que la vidéo, tu vois, le, le temps va dans un sens si tu veux, et tu es obligé de voir la vidéo de A à Z, et c'est plus compliqué de naviguer dans du contenu vidéo. Et vu que Snowball, c'était à vocation plutôt pédagogique, éducation, pour moi, le texte était supérieur. Alors, ouais. Et du coup, là où je dis c'est croyance personnelle, c'est parce que je sais très bien qu'il y a des gens
qui préfère regarder une vidéo, ça va mieux rentrer, ou écouter de l'audio. Bref, c'était là encore une fois, c'était pas noir ou blanc, c'était juste vraiment une croyance perso. Et aussi, j'ai trouvé le modèle contenu écrit beaucoup plus simple à lancer. Encore une fois, c'est très perso parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à l'oral et ils vont se dire c'est beaucoup plus simple de lancer un podcast. Sauf que pour moi, voilà, je trouvais que c'était très simple. Tu vois, j'utilise toujours d'ailleurs Substack pour lancer. Ça m'a pris littéralement 2 heures, je pense, pour mettre en place le système et même le système de paiement après. Euh, voilà, j'avais pas besoin de faire un setup, j'avais pas besoin d'avoir des invités, j'avais pas besoin de gérer le montage audio. C'était voilà mes pensées sur du papier, quoi. Donc beaucoup plus simple. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai choisi ce format écrit. Et pourquoi newsletter versus blog? Là, c'était plus parce que je trouvais le modèle. Alors, j'ai longtemps suivi Medium, donc voilà, ceux qui connaissent pas, on va dire que c'est une sorte de blog beaucoup plus simple à utiliser que WordPress, pour faire simple. Et, euh, et j'ai trouvé l'idée de Substack d'allier le côté blog avec le côté newsletter, donc distribution. À chaque fois que tu as un nouvel article, bah voilà, la personne va être tenue au courant qu'un nouvel article est sorti. Très smart et qui reprenait le meilleur des deux mondes, quoi, le monde de la newsletter et le monde du blog, et mettait ensemble tout ça de façon simple et élégante. Et du coup, je me suis dit bon allez, vas-y, on part sur ça, quoi. Est-ce que toi aussi, t'étais ou t'es client de d'autres newsletters payantes? Alors jusqu'à que je me lance Snowball, j'étais abonné à beaucoup de newsletters, ouais, mais aucune payante, je crois, de Donc, souvenir. Ouais, non, c'est c'était vraiment nouveau pour arrivé. toi alors. Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé à cette question, mais t'as raison. Avant Snowball et cet engouement pour les newsletters payantes, essentiellement drivé par le succès de Substack, c'est vrai que j'avais pas d'abonnement payant. Ouais. Mais tu suivais quelqu'un ou... Enfin, effectivement, avec l'arrivée de Substack, on a vu des exemples, on les voit même sur la page d'accueil, de personnes qui, euh, qui ont un succès avec leur newsletter payante. Mais est-ce que tu as eu des inspirations sur le modèle en tout cas? Alors sur le modèle payant, j'en ai pas eu une. J'ai pas eu vraiment Pas un quelqu'un modèle en en particulier. particulier, ouais. Non, non, parce que évidemment, quand j'ai cherché le modèle économique, j'ai lu même Substack, tu vois, il propose pas mal de contenu sur le sujet. Donc j'ai lu ce qu'il disait. Enfin voilà, tu avais les conseils classiques. Proposer le contenu gratuit, il faut que ce soit du contenu presque de meilleure qualité que ton contenu payant pour attirer les gens. Il disait que voilà, 10% allaient convertir en général entre le gratuit et le payant, mais il n'y avait pas il y avait pas un succès en particulier qui m'a dit ok, je vais suivre cette personne Ouais. a fait. Mais du coup non, moi j'étais plus abonné à des newsletters gratuites, donc c'était plus des newsletters adossés à des blogs connus. Euh, T'as White But White qui est vachement connu, il y avait Farnham Street, le blog de First Round qui a souvent des articles qui sortent, mais c'était très orienté, on va dire, l'univers startup, quoi. Et là, petit à petit, je me suis ouvert sur de nouveaux horizons. Donc, plutôt que de lire de la presse aujourd'hui, je lis beaucoup plus de newsletters. Donc, euh, donc voilà. Et justement, comment est-ce que tu as testé je crois qu'au début, tu as commencé un petit moment sans avoir de version payante. Ouais, ouais, entre le 3 mars et fin avril, donc 2 petits mois. Pendant 2 petits mois, j'étais en gratuit sans trop savoir si j'allais faire une version payante. Je savais que l'option était envisageable, mais j'attendais d'avoir des retours sur le contenu lui-même parce que il fallait que je vois si les gens aimeraient ce que j'allais écrire. Et, euh, et donc c'est au bout de 2 mois, après voilà, à chaque fois que j'écrivais une newsletter, j'avais des bons retours, plutôt voilà, des retours plutôt quali. Je regardais pas trop la partie quanti, tu vois, le taux d'ouverture, tout ça.
je regardais plutôt les retours des lecteurs. Et dès que j'ai vu que voilà, les gens trouvaient ça bien, qu'ils partageaient, etc., bah, je me suis dit, ok, bon, il y a potentiellement un truc à faire. Il y a potentiellement le moyen de proposer encore plus de valeur à ce que je fais déjà. Si je propose plus de valeur, ça va me prendre plus de temps, donc bah, il va falloir monétiser. Et donc voilà, ça a été un peu ça le raisonnement derrière le lancement. Est-ce que tu as posé la question, est-ce que tu as demandé au retour que tu as eu, est-ce que tu auras demandé, est-ce que tu serais prêt à payer pour ce type de contenu? Ouais, clairement, ouais, ce que j'ai fait, c'est dès que j'ai commencé à réfléchir au format payant, je me suis posé devant mon ordi, j'ai listé un peu toutes les alors j'appelle ça toutes les features, mais tout le contenu supplémentaire que je pourrais proposer aux abonnés payants. Euh, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai envoyé un questionnaire, un typeform à une petite liste de lecteurs. Et du coup, c'était très simple, hein, tu vois, je leur disais est-ce que une communauté Slack t'intéresserait de 0 à 10? Est-ce que une newsletter hebdomadaire en plus sur l'actualité économique t'intéresserait? 0 à 10, etc. Donc, non seulement ils notaient chaque feature, mais en plus, à la fin, du coup, je leur disais, bah, par rapport à tout ce que je viens de te dire, est-ce que tu serais prêt à payer? Donc là, sur les questionnaires que j'ai envoyés, je crois que ouais, il y avait à peu près 90% des gens qui ont dit oui. Donc, tu vois, ça m'a rassuré dans le fait que des gens seraient prêts à payer pour une newsletter sur les finances perso. Et ensuite, j'ai posé des questions classiques de pricing pour savoir combien je pouvais faire payer. Donc voilà. Donc je sais pas si je veux aller creuser la partie pricing, mais on en parlera peut-être après si tu veux. Bah, justement, moi, la question que je me pose, c'est que tu vois, ce que je me dis, c'est que Snowball, c'est pas juste une newsletter payante. Il y a une communauté, il y a même maintenant un groupe WhatsApp. Ouais. Il y a une version gratuite aussi. Mais est-ce que finalement, c'est pas tout cet ensemble qui fait que justement la valeur ajoutée, elle est là-dedans? Et la question qui vient, c'est est-ce que juste la newsletter, est-ce que ça aurait autant de succès? Alors oui, clairement, je pense que l'univers Snowball et tout ce que tu peux trouver dans la version payante participe à la conversion des abonnés gratuits vers les abonnés payants. Là, au tout début, alors attends, au tout début, qu'est-ce que j'avais? Au tout début de Snowball, j'avais dans la version payante, j'avais une newsletter hebdomadaire en plus. J'avais j'avais pas la communauté, j'avais une application pour suivre un peu. Alors une application, c'est une application no code pour suivre mes investissements un peu en temps réel. Et c'était à peu près tout. Si je partageais un peu des guides un peu plus poussés, tu vois, sur comment lancer justement des side projects. Et j'avais de temps en temps le résumé d'un bouquin, d'un livre, en économie, en finance ou autre. Et voilà, donc c'était à peu près tout. Donc c'était essentiellement du contenu, quoi, en gros, du contenu supplémentaire par rapport à la version gratuite. Et le taux de conversion, tu vois, était quand même très élevé. C'était autour de alors au tout début, je pense que j'étais autour des 25% entre les gratuits et les payants. Évidemment, avec le temps, ça a diminué parce que enfin, c'est logique, la taille de la base grandit, donc c'est normal. Aujourd'hui, je suis plus autour des 19%, mais ce qui est quand même élevé parce que Substack te dit que les chiffres en moyenne, c'est 10% de ta base qui va convertir en payant. Donc en effet, je pense que du coup, ce delta de 10% entre ce que dit Substack et ce que j'ai moi, c'est potentiellement lié à tout ce que j'ai rajouté avec le temps. Parce que du coup, avec le temps, bah, j'ai ajouté, comme tu as dit, une communauté, où en gros, la communauté, le contenu de la communauté est en libre accès. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut y accéder. Mais par contre, pour y participer, il faut être abonné premium. Donc ça, je l'ai rajouté 5 mois après, je pense, le lancement. J'ai ajouté la partie, bah ouais, du coup enfin, ce que tu disais là sur WhatsApp, c'est pas vraiment un groupe, c'est plus une sorte de micro newsletter en fait que tu reçois sur WhatsApp. Donc les gens peuvent répondre, mais s'ils ont une question à me poser, mais ils peuvent pas
parler entre eux, quoi. Donc, parce que justement, je m'étais longtemps posé la question, ça devient vite le bordel. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé plutôt ce format. Donc ouais, petit à petit, j'ai ajouté des choses et petit à petit, j'en rajouterai d'autres. Et en effet, je pense que le... Alors, est-ce que si j'étais resté juste sur la partie contenu et que j'étais pas allé sur la communauté, tout ça, est-ce que ça aurait changé grand-chose? J'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Peut-être pas. Mais je pense que dans tous les cas, il y a un côté bundle et on sait que le côté bundle, c'est-à-dire voilà vendre des choses un peu en une sorte de voilà un panier quoi, un peu comme quand je sais pas moi, je cherche un exemple, mais ouais, je sais pas, voilà, par exemple, tu t'abonnes chez Soch et ils t'offrent 10 heures, par exemple, tu vois. Donc, le fait d'avoir un bundle fait qu'il y a potentiellement plus de gens qui peuvent être intéressés par ton produit. Donc, par exemple, je pense que moi, dans mes abonnés, il y en a certains, ben, en fait, ce qu'ils préfèrent, c'est la communauté. Donc, ils ont converti grâce à la communauté. D'autres, c'est parce qu'ils adorent le contenu sur WhatsApp. Donc, en fait, ils se sont abonnés par rapport à ce contenu-là. Donc, tu vois, en fait, tu peux élargir ton audience grâce à tous ces nouveaux produits. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est quoi le pricing aujourd'hui? C'est 6 euros par mois ou 60 euros par an. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Euh, du coup, c'est quoi les outils que tu utilises? On a parlé de, euh, de Substack, qui est l'outil principal pour gérer un peu ta newsletter. Mais c'est quoi les autres outils que tu utilises? Et du coup, bah, la question qui vient aussi avec, c'est quoi les coûts de ton projet? Ce qu'il faut prendre en compte pour des personnes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer sur ce sujet-là. Ouais. Alors, en effet, l'outil principal, c'est Substack. L'avantage de Substack, c'est que tant que t'es gratuit, c'est gratuit. Euh, Contrairement, tu vois, à Mailchimp où ça peut vite monter ou d'autres services d'emailing. Là, tu peux avoir 1 million d'abonnés, ça restera gratuit. Donc ça, c'est vraiment cool pour lancer un projet parce que du coup, tant que tu monétises pas, tu payes pas. Une fois que tu monétises, c'est du coup tu connectes Substack avec Stripe. Donc pour ceux qui connaissent pas, Stripe, c'est une entreprise qui gère toute la partie paiement hyper facilement. Donc en gros, tu te crées un compte sur Stripe, tu le connectes avec Substack. À partir de ce moment-là, Substack va prélever 10% de ce que tu prélèves à tes abonnés. Donc 60 euros par an, par exemple, bah, Substack va prendre 6 euros. En plus de ça, Stripe va prendre une petite commission pour faire simple, on va dire 2% sur chaque transaction, à peu près. Donc, tu vois, donc tu as déjà 12% qui s'en vont. Euh, Ensuite, moi, à côté, il y a le deuxième plus gros poste de dépense, on va dire que c'est... alors, j'ai pas calculé exactement, mais je dirais qu'il y en a deux. Je pense que le deuxième, c'est tous les outils que j'utilise à côté. Donc, par exemple, tu vois, mon application que j'ai développée en no-code, j'utilise Glide. C'est 30 euros par mois. Peerboard, la communauté, c'est 60 euros par mois. J'utilise quoi d'autre? J'ai quoi d'autre comme outil? Bah, du coup, j'ai Conto pour tout ce qui est la partie recevoir les fonds, etc. Donc, pareil, c'est un petit coup, je sais plus exactement. Euh, donc, ça, c'est sur la partie autre. Je réfléchis si j'ai d'autres outils, mais c'est à peu près tout. Et après, je pense que l'autre gros poste de dépense, c'est tout le contenu auquel je suis abonné. Donc, là aujourd'hui, tu vois, pour faire ma veille, j'ai des dizaines de newsletters, donc je pense que je dois dépenser facilement ouais, dans les 200 ou 300 euros par mois sur juste le contenu. Et voilà. Donc après, sinon sur les autres outils, bah, aujourd'hui, tu vois, ça reste encore pas mal de bricolage. Donc j'ai des Google Spreadsheets à droite, à gauche. J'ai quoi d'autre? J'utilise beaucoup bah, LinkedIn, Twitter, Instagram pour communiquer. Euh, J'utilise quoi d'autre? Après, pour tout ce qui est tracking de mes articles, rédaction et tout, j'utilise tout simplement mon application Notes avec Substack, quoi. J'ai pas de Ouais. Notion ou d'Evernote. Bon, bref.
Ça reste très basique et très simple sur la stack d'outils, quoi. Ok. Et justement, dans ta newsletter, tu parles des side projects. On a reçu Gauthier qui Ouais. justement s'est lancé dans la location de véhicules. Euh, et toi, est-ce que tu as d'autres side projects ou d'autres side projects que tu conseilles ou des side projects sur lesquels tu t'es lancé en parallèle? Ouais, alors j'en ai plusieurs. C'est le side project du side project. C'est ça, ouais. Non, j'en ai plusieurs. Alors, je vais parler des plus récents et jusqu'aux plus anciens, mais le plus récent, c'est un petit immeuble que j'ai acheté avec des amis dans le sud de la France, à Fréjus, à côté de Nice. Alors, ouais, quand je dis petit immeuble, c'est voilà, on l'a payé moins cher qu'un studio à Paris, donc il faut pas que ça fasse peur aux gens. Mais là, voilà, on est trois, donc on a fait chacun un prêt de 100 000 euros. Il y en a eu pour 300 000, et l'idée, c'est de mettre en location des appartements pour ensuite, bah, potentiellement, tu vois, faire grossir le patrimoine immobilier et générer un revenu. Donc ça, c'est quelque chose qui est en fait, ça demande beaucoup d'énergie, ça c'est sûr, mais qui est loin d'être hors de portée du commun des mortels. Et il n'y a pas besoin d'être millionnaire ou même de gagner des centaines de milliers d'euros. On peut s'associer avec plusieurs amis et obtenir un prêt facilement. Le deuxième, bah, ouais, je suis toujours justement sur les locations de voitures, parce que je trouve ce projet assez intéressant, parce que ça génère un revenu sans forcément avoir besoin d'un capital, parce que bah, tu peux emprunter de l'argent assez facilement aujourd'hui, faire un prêt à la conso avec des taux d'intérêt très bas, et ça génère un petit revenu que tu peux derrière réinvestir, bah, dans d'autres side projects ou simplement du loisir, épargner, investir, enfin tout ce que tu veux. Après, j'avais d'autres, des plus vieux. J'avais lancé, bah, justement, un peu avant de quitter WeThings, j'avais lancé un petit service qui était assez marrant. Je savais pas trop où ça allait aller, et ça a vite décollé. C'était euh, un peu de réinventer le côté avoir des correspondants à l'étranger qu'on avait quand on était petit à l'école, ou plus tard au collège. Et du coup, là, l'idée, c'était de dire, OK, si tu t'inscris à ce service qui s'appelle Happenstance. Happenstance, ça veut dire tomber sur quelque chose de façon un peu par hasard, quoi. Bah, en fait, je mettais en relation une fois par mois deux personnes au hasard qui s'étaient inscrites au service. Et bref, les inscriptions sont encore ouvertes pour ce truc, mais je pense que je pourrais le faire aller plus loin, mais c'est juste que j'avais pas forcément le temps. Et bon, voilà, sur les gros projets, c'est à peu près tout. Après, il y en a plein d'autres, des plus petits, mais voilà, quoi. Tu l'avais lancé aussi sur Product Hunt, d'ailleurs, ce petit projet. Ouais, je l'avais lancé sur Product Hunt, et ouais, ça avait super bien marché. Je me souviens, on avait eu 2 ou 3 000 nouveaux abonnés juste par rapport à ce lancement sur Product Hunt, quoi. J'avais même eu, il y avait un journal en Inde qui avait parlé du truc. J'avais un producteur de télé-réalité aux US qui m'avait appelé parce qu'ils aimaient bien le projet, et ils se disaient que potentiellement ils pouvaient faire se rencontrer des gens dans la vraie vie. Euh, j'avais non, mais il y avait eu des belles histoires sur ce projet. Genre, il y a deux personnes qui avaient été mises en relation, et en fait ils se sont mis ensemble, donc genre en mode Incroyable. ils se sont enfin, un homme et une femme, quoi, et ils sont vraiment tombés littéralement amoureux. Et du coup, bon, bref, plein de trucs comme ça, comme quoi on sait pas trop où on va des fois, mais on peut avoir des bonnes surprises. Ouais. Ouais, et ce que je trouve bien, et ce que je vois avec du recul, du coup, forcément, sur tes projets que tu as fait, etc., et que je trouve cool, que moi j'ai un peu moins, c'est le fait bah, en fait, d'aller à l'aventure, quoi. Ouais, C'est-à-dire que tu tentes, tu exposes au public, tu sors quelque chose, et tu vas pas forcément passer des jours et des jours à analyser le marché, faire beaucoup de calculs, faire une étude super poussée, mais tu vas ouais, vraiment aller te laisser guider par tes envies de réaliser des choses, quoi. ouais. Ouais, non, c'est sûr, c'est toujours le.
Et je l'ai eu moi aussi, tu vois. Après WeThings, j'étais vachement. Enfin, moi, il y a deux domaines qui m'intéressent beaucoup, c'est la finance et l'assurance, et les deux sont quand même très liés. Et après avoir quitté WeThings, bah, j'ai passé 6 mois à creuser cet univers de l'assurance, donc beaucoup trop de temps. Euh, et finalement, j'ai pas lancé le truc, et je pense que j'aurais pu lancer un truc à l'époque beaucoup plus rapidement. Mais voilà. Et après, je pense que oui, parfois c'est des erreurs, parfois c'est juste qu'on n'est pas forcément prêt, mais en effet, je pense que le fait de se lancer comme ça et de tester, d'avoir des retours du marché beaucoup plus rapidement, ça a beaucoup plus de valeur que faire un business plan, une étude de marché ou autre, quoi. Après, je pense que oui, si demain, tu vois, demain j'ai envie de faire grossir Snowball, je sais pas, moi j'ai besoin de lever des fonds, etc. Évidemment, il va falloir creuser Oui, les sujets, mais au début, t'en as pas besoin en vrai. ouais. C'est pas nécessaire. Bah, c'est un peu le conseil un peu qu'on peut retenir de cet épisode, c'est de vraiment aller suivre ses envies et de tester des choses. Effectivement, on le répétera jamais assez, ce fameux business plan, on n'en a pas besoin jour 1, C'est sûr. mais voilà. Et du coup, c'est quoi la suite pour Snowball? Je crois qu'il y a plein de projets qui arrivent. Ouais, la suite, alors, si on prend dans l'ordre, euh, je pense que la première étape, là, ça va être... enfin, pour moi, il y a trois piliers qui sont vachement importants dans l'univers des finances perso, on va dire. Donc, l'univers des finances perso, pour moi, c'est à la fois bien gérer son budget, épargner, investir, préparer son futur financier, s'assurer qu'on s'achète du temps libre pour le futur. Donc pour moi, il y a trois trucs. Le premier, c'est la partie éducation, parce que bah, du coup, si tu sais pas, si tu comprends pas, si tu sais pas à quoi ça sert, si tu es perdu dans du jargon d'un banquier ou autre, ou d'un conseiller en gestion de patrimoine, bah forcément tu vas pas y aller, parce que les gens ne vont pas dans les, on va dire, ils vont pas explorer de façon bête un univers s'ils savent pas comment ça marche avec leur argent. En tout cas, c'est ce qui est tout à fait logique. Donc pour moi, la partie éducation est vachement importante. Donc ça, c'est la newsletter Snowball. Donc je vais continuer sur cette lancée-là. Le deuxième, c'est la partie conseil. Donc je pense que le conseil est vachement important, parce que des fois, tu as des doutes, etc. Tu sais pas trop comment ça marche. Tu as besoin de poser une question. Et je pense que ça, tu peux le rendre beaucoup plus accessible que ce qui peut être aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que je vais lancer aujourd'hui. Donc pour faire ça, j'ai dû créer la boîte Snowball, et c'est plus sur ma SASU. J'ai dû passer la certification à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Bon bref, il y a pas mal de réglementaires. Euh, et du coup, ça c'est donc la deuxième étape. Et pour aller sur la troisième étape, je pense que je vais avoir besoin de fonds, parce que du coup là, c'est plus développer un produit pour permettre aux gens d'investir. Donc je sais pas aujourd'hui quel angle exactement ça va prendre, mais potentiellement, ça peut être un outil pour, je sais pas moi, acheter des actions, des cryptos, ouvrir un PEA, une assurance vie, bon bref, une vraie app, quoi, on va dire. Et donc pour ça, je pense qu'il va y avoir besoin de lever des fonds. Et je trouvais intéressant, un peu comme le projet du cashback dont on parlait au début. Je me disais, ça peut être intéressant d'ouvrir le capital de Snowball, comme aujourd'hui tu peux acheter des actions Tesla. Ça pourrait être intéressant pour la communauté et les gens en dehors de la communauté aussi, de pouvoir acheter des actions Snowball. Et aujourd'hui, tu as une boîte aux US qui s'appelle Fairmint. Alors c'est des Français, mais ils sont installés aux US parce que au niveau réglementaire, c'est plus simple, tout simplement. Et donc eux te permettent dès le lancement de ta boîte, bah, de permettre à n'importe qui d'acheter des actions sans que passer par une levée de fonds ou autre avec des investisseurs ou des business angels. Tu auras un bouton investir sur Snowball, et tu pourras acheter des actions Snowball. Et donc ça permettra d'aller sur la troisième étape, donc qui sera vraiment de développer le produit pour investir, quoi, tout simplement. Voilà, plein de projets. Trop bien. On est vraiment là, on est vraiment parti du point A où on parlait du side project, tu vois, Ouais, où on développe en parallèle de son job, à aller chercher la certification AMF, lever des fonds, etc. Donc c'est vachement cool. Ce qui est bien dans ce podcast, c'est qu'on voit en fait différents profils. Tu as des profils où en gros qui développent de side project et l'objectif c'est que ça soit un side project et que ça le reste,
comme tu Ouais. peux aussi l'être sur certains projets que tu as en parallèle d'ailleurs. Mmh. Et tu as d'autres projets qui finalement, avec le temps, avec les opportunités, se transforment en grosse boîte, enfin en entreprise en tout cas. Et Ouais. c'est vachement cool de se dire que un jour 1, quand on appuie sur le bouton publier, en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre et qu'est-ce que ça peut devenir quelques mois plus tard. Ouais, c'est certain, ouais, c'est un peu l'aventure et c'est vrai que tu as des projets qui t'amènent à des endroits dont tu n'aurais pas espéré, quoi. C'est clair. Est-ce que tu aurais un dernier conseil? Imagine, soit à toi d'il y a quelques années, donc un salarié qui a envie de se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller aujourd'hui? Je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de se lancer et de pas forcément trop réfléchir. Euh, je pense que ça, c'est le, c'est le blocage numéro un, je pense, des gens qui veulent se lancer. Je sais pas si ça va plaire, je sais pas si je vais avoir une audience, je sais pas si ce que je vais dire c'est nul, je sais pas si les gens ils vont comprendre. Et tu vois, moi, avant d'écrire ma première newsletter, j'avais aucune idée que ce que j'allais écrire allait autant plaire aux gens. Et parce que voilà, la vision qu'on a de notre travail est toujours biaisée. Donc ça, je pense que c'est important de se lancer sans trop réfléchir. Après, je pense que bon, c'est un deuxième conseil, mais le deuxième conseil, c'est de pas tomber comment dire, dans l'extrême où en gros, je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup de passion economy, de lancer des side projects et autres. Et je pense que ça peut avoir un effet un peu négatif sur certaines personnes qui du coup se disent ah putain, mais il y a tout le monde qui se lance et moi je me suis pas lancé et voilà. Mais après je pense que voilà, il faut pas chercher le side project pour le side project. Je pense que ça vient vraiment très naturellement à chaque fois. Et je pense que c'est une erreur de se dire ok, vas-y, je vais lancer mon side project pour lancer mon side project, quoi. C'est très naturel au début et il faut pas trop se forcer. Pas se précipiter et pas forcément se comparer aux autres aussi? Enfin, du coup, Ouais, c'est un peu exactement. ça? Ouais, c'est sûr. Enfin, moi, si j'avais regardé ce qui se faisait de tous les côtés, je pense que j'aurais vite, je me serais dit ah mais ouais, mais en fait lui il a écrit exactement la même chose, mais tu vois, mais en fait il a pas écrit vraiment la même chose parce que moi je l'écris différemment. Du coup ouais, il faut pas. Du coup j'ai vraiment arrêté de regarder un peu ce qui se faisait ailleurs parce que sinon tu as tendance à te comparer et à te décourager vraiment très vite. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces conseils. Je suis très content de cet épisode parce que je trouve qu'on a abordé plein de sujets différents et tu as apporté énormément de conseils et aussi le fait de partager ton parcours, je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Où est-ce qu'on peut continuer à suivre ton actualité et l'actualité de Snowball? Alors Snowball, c'est assez simple, c'est snowball.xyz pour aller sur le site et s'abonner à la newsletter. Et sinon, moi, c'est plutôt LinkedIn, hein. Je suis assez actif et je réponds en général à tous les messages. Si jamais je ne réponds pas, il faut me relancer parce que la messagerie LinkedIn est pas dingue. Mais du coup, oui, Johan Lopez sur LinkedIn, on devrait me trouver assez facilement. Trop bien. Et on rajoutera les liens dont on a parlé dans la Yes. page de description du podcast. Johan, merci beaucoup pour ton temps. On a passé à peu près 1 heure ensemble. J'ai moi-même appris énormément de choses. Ça m'a beaucoup inspiré et j'espère que ça inspirera aussi les personnes qui nous écoutent. Merci à toi pour l'invitation. Et moi aussi, j'ai appris des trucs par rapport à tes questions, donc c'est cool. Merci. À bientôt, Johan. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.